Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'EMA, E-M-A, l'école de management appliqué, en présence de Raphaël Bentvelzen. Bonjour, merci de prononcer mon nom correctement, j'apprécie. Qui est intervenant ici. Je voudrais peut-être qu'on commence par parler de l'école. Quel est un peu l'esprit de l'école? Qu'est-ce qu'on y enseigne, peut-être déjà de manière générale? Bien sûr. Et puis ensuite, on plongera dans les formations. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec le M1, c'est que c'est un mélange de modernité et de classique. C'est-à-dire que vraiment, il faut regarder le logo. C'est un logo assez classique et il y a un vrai esprit assez classique de la rigueur, par exemple, tout en étant hyper moderne. C'est-à-dire qu'il faut voir les locaux pour s'en rendre compte. Moi, j'aime beaucoup venir ici parce que je trouve que les locaux sont très agréables. D'ailleurs, on y est là aujourd'hui et c'est un côté très apaisant parce que ça se trouve dans un bâtiment qui est vraiment très particulier. On a même l'école L'Oréal en dessous, etc. C'est un endroit qui regroupe pas mal d'écoles comme ça. Et on a une zone verte, tout ça, c'est très agréable en fait. Et ça participe énormément de l'enseignement pour nous et l'apprentissage pour les apprenants. Vous disiez, quand on préparait l'entretien, que l'école était vraiment soucieuse d'être pertinente dans le monde de demain. Comment ça se traduit? C'est-à-dire que quand on a la réalité en tête et qu'on est à la tête d'une école, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas le gestionnaire de l'école, mais ce qui est très important à mon sens, c'est de bien garder à l'esprit comment va être le marché au moment où l'apprenant, l'étudiant, va finir son cursus, que ce soit 3 ans en bachelor, que ce soit 5 ans en bac plus 5 pour aller en master, ou même, puisqu'il y a des doctorats ici, on en parlera, des DBA précisément, c'est pas tout de suite. Et le monde, entre-temps, il va changer. Il y a des disciplines qui changent moins vite. Je pense souvent, quand j'en parle de ça, je pense à la comptabilité. Bon, ça évolue, mais ça évolue quand même doucement. Alors que nous, on est quand même dans des matières, des disciplines qui évoluent très très vite. Je pense souvent au marketing, à la communication, aux outils qui sont utilisés, et même au mode d'expression, aux trends. Tout ça évolue tellement vite que dans 5 ans, évidemment sans parler de l'IA, on ne sait même pas comment ça va être, puisque c'est quasiment une avancée exponentielle plutôt que linéaire. Et donc l'école fait quoi? Elle fait des recherches, se renseigne comment pour être pertinente? Techniquement, ça c'est un fonctionnement qui est assez classique, c'est-à-dire que l'école, elle, fait de la veille permanente, incite, et d'ailleurs de toute façon, ils sont obligés de requérir que les intervenants fassent eux-mêmes de la veille dans leur propre discipline, et ce, de manière constante. Et c'est contrôlé, ça, ce que je viens de dire là, c'est contrôlé tous les ans. C'est-à-dire qu'on doit effectivement montrer nos méthodes, nos procédures pour rester à jour sur nos disciplines et sur l'état du marché. C'est pas la veille. Et c'est obligatoire. Donc vous voyez, c'est même pas une volonté profonde, c'est quelque chose d'obligatoire. Et tant mieux, à la rigueur, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de répéter les mêmes choses quand elles sont plus vraies. Ça veut dire que vous, en tant qu'intervenant qui faites cette veille, vous allez, et on va le voir parce que l'école est vraiment dans une pédagogie de faire, vous disiez, vous allez travailler sur des cas qui sont plutôt futuristes que des cas plutôt passés, c'est ça? Alors, j'aime pas trop prétendre voir l'avenir. En revanche, il y a des gens qui, dans l'écosystème de notre discipline, voient très bien les choses arriver. Certains sont vraiment très bons et ils l'ont prouvé 1 ou 2 fois, plusieurs fois, ils ont eu raison. Je pense à un exemple particulier, puisque moi c'est quand même mon dada, c'est le marketing digital, qui est quand même sacrément actuel. Je pense à un personnage comme Gary Vaynerchuk, qui 10 ans à l'avance était capable de voir les trends, donc les vagues de choses qui allaient arriver. Et à chaque fois, il a eu raison. Et donc, ne serait-ce que d'écouter attentivement ce qu'il raconte quand il a des espèces d'épiphanies comme ça permet de prévoir. Et même si c'est pas tout à fait vrai, c'est pas grave, parce qu'on se sera préparé dans tous les cas. Ça permet de prévoir. Et gouverner, c'est prévoir.
Et donc, c'est pas plus mal que... Donc, je fais pas des études de cas futuristes. En revanche, je fais des études de cas actuelles. Voilà comment c'est aujourd'hui. Voilà comment ça peut devenir. Maintenant, on va faire comme ça doit être fait aujourd'hui. Et très probablement, demain, il faudra changer quelques variables dedans. Voilà, c'est plutôt comme ça, avec un raisonnement un petit peu proactif. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Donc en leur apprenant aussi aux étudiants à être curieux et flexibles, agiles dans leur manière d'agir, c'est ça? Alors, ça, malheureusement, je ne peux pas vous vendre du rêve parce que la curiosité, c'est assez difficile, surtout qu'on ne s'adresse pas à des enfants. On s'adresse à des jeunes adultes, voire à des adultes. C'est difficile d'instiller la curiosité, il faut être honnête. En revanche, on peut leur donner des pistes qui les empêchent de se perdre. Donc, on leur conseille certaines lectures. Moi, je peux aussi leur conseiller certaines vidéos, puisque aujourd'hui, c'est le média le plus consommé, on ne va pas se le cacher. Certains podcasts, puisque le podcast est très pratique, on peut l'écouter quand on fait autre chose, ce qui n'est pas le cas de la vidéo, et même le livre audio, peu importe. Mais globalement, peu importe le vecteur, le médium, ce qui est important, c'est de rester à jour, tout simplement. Si et seulement si, évidemment, on s'intéresse suffisamment à la matière. Ça, encore une fois, je ne sais pas si je peux, moi, mon pouvoir n'est pas si grand. Mais s'ils sont curieux, en tout cas, pendant les cours, ça, je sais qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils peuvent, s'ils ont... Je ne sais pas si on va en parler après, mais s'ils ont un projet personnel qui est en corrélation avec la discipline, par exemple le marketing, etc., s'ils veulent monter une entreprise, un projet comme ça, parfait, on y va. On va le faire ensemble. On va le faire coller au programme en plus, et ce sera tout à fait faisable. Et à la fin de l'année, voire à la fin des 2 ans, voire à la fin des 3 ans, eh bien, tu peux commencer ton projet. Ce qui était le cas d'ailleurs l'année dernière. J'avais un étudiant indien qui avait un projet avec un ami en Inde. Eh bien, on a commencé son projet de manière théorique, avec l'étude de marché, enfin les grands classiques. Et à la fin d'année, il m'a dit, monsieur, j'ai commencé avec mon ami, avec mon collègue, on a commencé, ça y est. Voilà, c'est un exemple tout bête. Vous parlez d'un étudiant indien, parce qu'effectivement, c'est une école où on retrouve beaucoup de nationalités. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette mixité alors là, absolue et qui est formidable. Il y a en plus, au-dessus, il y a une autre école qui s'appelle English Path, qui accueille des étudiants internationaux sur la partie apprentissage du français, apprentissage de l'anglais et tout. Donc, on a des locaux sur 2 étages qui font que ça parle beaucoup anglais. Donc, il y a une vraie immersion, on a l'impression d'être un petit peu dans un aéroport, c'est-à-dire qu'il y a toutes les origines qui se mélangent. Par contre, il y a des éléments fédérateurs, à savoir l'anglais. Et ça permet effectivement que tout le monde s'entende au mieux. Et évidemment, tout le personnel, tous les intervenants, etc., sauf exception que je ne connaîtrais pas, sont tous plus ou moins bilingues. Voire même, il y a des profs qui sont là et qui, je ne crois même pas qu'ils parlent particulièrement français. Ils sont vraiment des anglo-saxons natifs, etc. Et donc, ça donne vraiment une dimension internationale que certaines écoles, et je jette la pierre à personne, mais que certaines écoles font un petit peu semblant d'avoir. Et ici, c'est pas possible de faire semblant. Ça, c'est du vrai. Les cours sont donc dispensés en anglais? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que s'il y a une promotion qui nécessite des cours en français, ce sera en français. Mais s'il y a une dimension internationale dans laquelle les étudiants veulent que les cours soient dispensés en anglais, c'est faisable. Il y a une espèce de double langage comme ça. Me semble-t-il, si je me rappelle bien, que le bachelor est en français, par contre que le master, un des masters que j'ai en tête là, qui fait partie du programme, est en anglais principalement. En tout cas, moi, je le faisais en anglais déjà l'année dernière. D'accord. Pour finir sur les caractéristiques, il y en a peut-être plein d'autres, mais en tout cas, vous disiez aussi que c'était une école dans laquelle les classes étaient de petites dimensions en termes d'effectifs. Oui, absolument. C'est des petites dimensions. Pourtant, les salles de classe, comme vous pouvez le constater là, sont quand même assez grandes. Et c'est le cas pour toutes les salles. Mais le fait d'avoir des petits effectifs, ça change tout. En toute honnêteté, j'ai eu jusqu'à, pour vous donner une anecdote, mais quand j'étais en Chine, j'avais 63 étudiants dans la même classe. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et même une classe de 30, c'est beaucoup. On le sait, hein, je veux dire ça là-dessus, on sait très bien que l'apprentissage est plus délicat. Je dirais au-dessus de 20, pour moi, c'est une grosse classe. Là, en l'occurrence, c'est des effectifs qui sont beaucoup plus restreints, qui sont à taille humaine. Et donc, on a vraiment le temps de se pencher au sens propre sur le cas de chacun. Et donc, même moi, je suis obnubilé par le fait de leur faire des choses. Et je sais que je ne suis pas le seul. Et on appelle ça le mode projet. Et dans ce mode projet, on a besoin d'avoir plusieurs casquettes. La casquette de l'intervenant avec on leur apporte évidemment les connaissances classiques, connaissances théoriques. Et après, c'est eux qui font. Et là, on met la casquette de coach. Donc on les coach. Et en dernier lieu, à la fin, ils présentent à l'oral, etc. Et donc on a la troisième casquette de jury.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque étape que je viens de citer, les petits effectifs, ça garantit qu'on a suffisamment de temps pour chacun. Très clair. Merci beaucoup pour tous ces renseignements sur l'école et ses caractéristiques. Je vous propose que maintenant, on aille plus en détail dans une des formations que propose l'EMA, qui en particulier est un master en marketing digital et analytics, qui est précédé d'un bachelor e-commerce. Alors, techniquement, ça, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, simplement, ce n'est pas une obligation de suivre ce cursus-là, c'est simplement qu'il a une dimension assez logique de continuité. L'idée, c'est que ce master que vous venez de citer, donc marketing digital et analytique, on va peut-être en parler un petit peu après, mais l'école en est assez content puisqu'il est assez nouveau et il est basé sur, particulièrement, d'où le terme analytique, il est basé énormément sur de la data. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est de dire que ce master-là a un côté un peu, comment dire, c'est le côté rigoureux, voilà. Et c'est pas de l'observation empirique basique, c'est que ça doit être baqué sur des chiffres, voilà. Encore une fois, voilà, pour ceux qui ne sont pas rompus au marketing, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est une très belle continuité avec le bachelor, par exemple, e-commerce. Puisque l'avantage du bachelor e-commerce, c'est qu'il y a une double dimension. C'est que non seulement il y a la dimension d'apprentissage, etc., un peu classique encore une fois, mais le e-commerce, il faut le dire, qui est quand même en vogue et qui ne s'arrêtera pas après-demain, je vous le signe, voire même va continuer à prendre en ampleur, c'est un des domaines dans lequel il est logique de développer des facultés entrepreneuriales. C'est-à-dire que vraiment, si du jour au lendemain, aujourd'hui, je veux créer ma propre entreprise et ne dépendre de personne, être mon propre patron, n'est-ce pas, ça fait rêver ça, et tant mieux, eh bien c'est vrai que le e-commerce, c'est quand même une des voies que je vais privilégier de manière certaine. Parce qu'il y a fort à faire, parce qu'il y a tellement de possibilités que vraiment ça vaut le coup. C'est-à-dire que ce programme-là, ce qui est bien, c'est que ça a une vraie dimension académique classique, de diplomation, etc., mais aussi d'entraînement si jamais que je veuille aller dans le salariat plus tard ou que je veuille créer ma propre entreprise. Et cette double dimension comme ça fait que je trouve que ça donne les deux jambes pour pouvoir vraiment avancer rapidement. Et le marketing digital derrière en master est là pour assurer que l'on ne va pas faire des choix au hasard. Voilà. Parce que si on se trompe de cible, c'est sûr qu'on va tirer à côté. Et là, ça ne va pas marcher. Donc, le bachelor est censé développer la dimension entrepreneuriale, par exemple, et le master est censé lui donner du poids, de la solidité, une colonne vertébrale sur laquelle on ne va pas faire ses choix au hasard. C'est pour ça que je disais backé par de la data, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais c'est appuyé sur des chiffres. Voilà, en français. Et si on s'appuie sur des chiffres et des choses qui sont, on réduit les chances d'échec. C'est le but du marketing. Donc pour décrypter aussi ce que vous disiez, le bachelor donc, se déroule en 3 ans. Il a pour fonction, ce bachelor e-commerce, d'enseigner sur l'e-commerce avec des périodes de stage intégrées dans les 3 ans. À l'issue de ce bachelor, il y a un diplôme RNCP qui est délivré. Et les étudiants peuvent continuer en master, votre master en marketing digital analytics, sur 2 ans de plus, en initial, ça veut dire en cours, avec des périodes de stage intégrées aussi pendant ces 2 années-là, à l'issue duquel vous délivrez là un diplôme de master titre RNCP, un autre titre RNCP. Ok, donc ça c'était pour clarifier sur la partie des diplômes. Bien sûr. Vos étudiants, à part qu'ils sont de multiples nationalités, qu'est-ce que vous constatez comme caractéristiques communes ? Alors, avant même de répondre à cette question, si vous voulez bien, je vais juste préciser une petite chose rapidement, puisque vous avez dit qu'effectivement le master se faisait en initial, ce qui est vrai, en tout cas à l'heure actuelle. Mais ça fait des années que je vois évidemment cette espèce de dichotomie entre l'alternance d'un côté, pour ceux qui connaissent évidemment, et l'initial, c'est-à-dire que globalement, comme dans 95% des pays du monde, on paye soi-même ses études. Il ne faut pas oublier que cette dimension-là, c'est l'initial, il a un avantage, c'est qu'il a du temps. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est fou comme on a plus de temps. Et quand on a plus de temps, normalement, on est censé le mettre dans ses études. Ça paraît bête, mais ça a toujours été vrai. Et ça permet effectivement d'aller développer à côté des cours des connaissances et même, à la rigueur, de développer sa propre entreprise.
Je pense toujours à ça, parce que moi, encore une fois, je suis omnibulé par plusieurs choses, dont le fait de mettre en application, parce qu'on est là pour apprendre des choses qui vont nous servir. On n'est pas là pour apprendre des choses, sinon on fait comme moi, il fut un temps, on va apprendre l'histoire, c'est très bien, c'est bien la culture, mais on a besoin de gens qui savent faire, hein, on ne va pas se voiler la face. Les entreprises, et ceux dans le monde entier, ont besoin de gens qui savent faire. Et donc, il faut mettre la main à la pâte. Et sur ce temps libre, entre guillemets, eh bien, c'est un luxe hein, d'avoir ce temps libre. Je l'ai eu, il fut un temps, et j'étais assez content, effectivement, d'en faire quelque chose. Et je trouve que c'est bien d'avoir aussi ce temps-là. Donc, il ne faut pas voir, parce qu'en France, on a un petit peu, par expérience, tendance à se dire, l'alternance, c'est roi, il n'y a rien de mieux, etc., parce qu'on a de l'expérience, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a très peu de temps et des difficultés un peu à se reconcentrer sur les cours lorsqu'on est à l'extérieur. Parce que les étudiants considèrent qu'ils ont quand même déjà bien bossé entre les cours et le travail, alors que dans une dimension initiale, c'est le côté un petit peu à l'ancienne, comme si on allait à la bibliothèque, etc. Et ça a cette dimension hyper studieuse. Et voilà. Et je leur dis toujours, devenez des experts de la théorie. Vous aurez un avantage aussi. Et il faut savoir faire. Mais sur certains aspects théoriques, plus on en sait, plus on est libre et efficace. Donc il y a cette dichotomie que je voulais dire. Pour revenir à votre question, à savoir le point commun qui les unit. Oui, quelles sont leurs caractéristiques? C'est des étudiants, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, on a parlé de multiples pays, mais Ouais. qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, spécialement forts en maths ou pas forcément? Alors, moi ce que j'aime, c'est une expression que je trouve amusante, c'est qu'ils ne sont pas là pour être ailleurs. C'est-à-dire que globalement, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a des cursus dans lesquels, en France par exemple, je pense à des BTS ou des trucs comme ça, on a des étudiants, ça m'est arrivé, qui sont là un peu par défaut, voilà, un peu par dépit. Ce qui n'est pas le cas ici. Parce que quand on fait le choix, effectivement, de venir dans ce genre de cursus, etc., qui sont quand même assez exigeants, pas se le cacher, eh bien, on n'est vraiment pas là pour être ailleurs, donc on est concentré, on est volontaire et dynamique. Automatiquement, c'est automatique. Et on est plus sérieux, on arrive moins en retard, on est moins souvent absent. Évidemment, il y a des exceptions, tout le monde a le droit d'être malade, mais globalement, il y a cette espèce de ce que l'on pourrait appeler l'engagement, comme dans une entreprise. On est très engagé. Et donc, c'est ça qui est très sympa. Et en plus, ils ont tous soif de découverte des environs, parce qu'on est quand même dans un quartier, c'est le 14e, pour ceux qui ne connaissent pas forcément super bien Paris. Le 14e, c'est vraiment un mélange pareil de modernité et de tradition, entre guillemets. C'est des bâtiments qui sont anciens, très beaux, etc. Mais avec voilà, une population mixte, c'est très vivant, etc. Il y a plein de commerces dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment l'immersion dans la vie parisienne. On n'est pas au fin fond de Saclay, où c'est un campus et qu'on est qu'entre nous, etc. Là, il y a vraiment cette mixité comme ça qui est vraiment très sympa et qui les plonge directement dans le truc. Et donc, on sent qu'ils sont motivés pour tout. Ils veulent trouver ceci, ils veulent trouver cela, ils veulent découvrir ceci, etc. Et il y a de temps en temps, par exemple, je sais que l'école a organisé une sortie. Donc ça, c'est important. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a choisi en premier? Versailles, me semble-t-il. Et ça me paraît logique, effectivement. Il y a quand même 2-3 trucs à voir dans le coin. Donc voilà, pour ce qui les unit, c'est cette espèce d'appétit, de découverte et d'apprentissage aussi, hein, honnêtement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ok, très clair. Effectivement, vous parliez de leur envie de découvrir Paris, la vie étudiante ici, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Qu'elle a un côté... Parce qu'en France, on n'est quand même pas très porté sur le côté campus. Je citais Saclay, mais il y a quand même très peu de campus en France, hein, surtout à Paris, il n'y a pas la place. Mais par contre, ici, c'est un mélange, encore une fois, il faut venir sur place pour le ressentir, etc. Mais ça a un vrai côté hybride entre la vie de campus, parce que ça c'est pareil, il faut le voir, je crois que c'est disponible sur le site, la photo. Il y a une salle de repos qui est immense. Elle fait 4 fois mon appartement. Il y a un billard, une table de ping-pong, des canapés confortables, des distributeurs, etc., etc. Et tout ça, c'est leur salle. Voilà, c'est leur salle. On squatte aussi de temps en temps, parce que c'est très agréable. Mais voilà, ils peuvent jouer ensemble, échanger, ils en profitent pour nouer des liens, discuter, déjeuner là-bas, etc. Et ce côté un peu hybride entre campus et vie parisienne, un peu individualiste, je dirais, eh ben c'est sympa, parce qu'on a envie de passer plus de temps. Même moi, si j'avais plus de temps, j'aimerais passer plus de temps dans les locaux. Vraiment, on a envie de rôder dans les locaux. Ça a un côté, voilà, ce côté un petit peu à l'ancienne où on a envie d'être studieux. C'est drôle, hein, il y a des endroits qui donnent envie comme ça, plus que d'autres. Un dernier message pour les parents, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux parents dont les enfants s'intéressent à l'EMA pour finir de les convaincre? Bien sûr.
Déjà, en marketing, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu. Voilà. Pour autant, si c'est le cas, ce que je dirais, c'est simplement que la seule chose qui importe aux parents en règle générale, ce n'est pas de comprendre ce que veut faire l'enfant dans le fond, puisque, encore une fois, 1, les temps changent, 2, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, etc., ni les mêmes aspirations. En revanche, s'il sait ce qu'il veut faire, je pense que le parent, par définition, c'est celui qui va donner les moyens de faire, tout simplement. C'est celui qui permet. Et en l'occurrence, si je suis là à discuter avec vous, c'est parce que je considère qu'effectivement, l'EMA, c'est une école qui permet tout simplement d'aller vers ce que l'on veut faire. Et si ça correspond, le marketing digital aujourd'hui, c'est vraiment des trucs plus en vogue, c'est difficile, mais c'est logique parce que les emplois sont... On entend de temps en temps, hein, c'est bouché, etc., machin, j'entends ça depuis que j'ai 15 ans. C'est marrant parce que moi, j'ai jamais vu quelque chose de bouché quand on est bon. C'est drôle, hein. Donc, en réalité, il faut partir du principe que tout est bouché, rien n'est bouché. Voilà. Comme tout est poison, rien n'est poison. Et donc, si on met sa progéniture dans un endroit qui permet qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, eh bien c'est suffisant. C'est suffisant. Et en plus, dans un cadre qui est sécuritaire, il faut être honnête, il y a des vigiles à l'entrée, j'ai oublié de dire, mais encore une fois, c'est pas partout pareil, mais il y a des vigiles à l'entrée qui rigolent pas d'ailleurs. Si j'oublie mon badge, même moi, je peux pas rentrer. Donc, c'est un cadre sécuritaire, agréable, dans lequel on peut se concentrer vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire, encore une fois, on est là pour étudier, mais aussi discuter avec les intervenants, parce qu'ils sont très proches, hein. Enfin, vraiment, ils sont très accessibles. Et donc, voilà, il y a cette dimension hyper humaine d'encadrement individualisé, de sécurité, il ne faut pas le négliger quand même aujourd'hui, et de confort, parce que, voilà, quand on passe beaucoup de temps dans un cadre, eh bien, il faut que ce cadre il soit agréable et sécurisé. Et c'est quasiment primordial. Voilà ce que j'aurais à leur dire. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.